Bonjour, je voulais commencer par vous montrer une vidéo euh, qui est en lien avec mon propos, qui est la voix et l'accompagnement à distance par téléphone. Cette vidéo est la base un peu de mes recherches autour de la voix. Écoute la belle musique. Écoute, écoute. Ce qui est intéressant à noter sur cette vidéo, c'est la relation du bébé avec sa mère. Donc là, on est dans les toutes premières semaines de la vie, puisqu'il avait 3 semaines. Et il y a quelque chose qui est intéressant à voir, je vais vous expliquer après, parce que vous devez vous poser la question de quel lien ça peut bien avoir avec notre propos. Ce qui est important de noter sur cette vidéo, c'est euh, que en fait, la musique, on voit la musique prend le relais de la voix à un moment. Et il y a cette question de l'enveloppe sonore du bébé, de ce que vit le bébé dans l'échange avec la mère et avec la voix de la mère. Cet échange qui a déjà commencé dans le ventre de la mère, puisque le bébé est baigné dans le liquide amniotique, mais également dans le son qu'il entend de la voix de la mère et des bruits qu'il entend à l'intérieur du ventre de la mère. Et donc, dans les premières semaines, il y a cette espèce de souvenir un petit peu pas très clair, évidemment, à cet âge-là, mais de tous ces ressentis qu'il a pu avoir dans le ventre de la mère, et le besoin aussi de toucher. Et on voit le relais qui est pris par la voix, le relais du toucher qui est pris par la voix. C'est-à-dire qu'on voit la main à un moment sur le bébé qui tente de le calmer, et puis petit à petit, la voix rassure et la main se retire, et l'enveloppe sonore faite par la musique de Mozart prend le relais d'une certaine façon. Et c'est ça que je trouvais intéressant de vous montrer, c'est cette question de l'enveloppe sonore par rapport au bébé. Et donc, pourquoi tout ça Je vais revenir à des questions qu'on s'est posées pendant nos réflexions dans le groupe pendant les 2 ans, en fait, et en particulier de la dernière année avec l'expérience du confinement et une obligation d'accompagner les personnes par téléphone ou par visio, moi plus particulièrement par téléphone. On a identifié quelques points, 3 points en particulier, enfin d'exemples de patients. La première, c'est une patiente où je me suis rendu compte que son débit de voix accélérait énormément, en particulier dans les premières séances. Ce n'est pas d'ailleurs une seule, c'est même au moins 2. Elle parlait beaucoup, beaucoup plus vite. Il y avait une espèce d'excitation. Deuxième cas, c'est tout à fait l'inverse. C'est quelqu'un qui, elle, me disait, moi, ça me va très bien. C'est comme si je vous voyais, j'arrive, je vous imagine très bien devant moi.
et je vois même vos réactions. C'est complètement différent et pour qui ça s'est extrêmement bien passé, à tel point que cette personne était en fin de travail, c'était aussi dans le cadre d'une thérapie. Ça faisait des années et des années que je la suivais. Et d'une certaine façon, l'accompagnement par téléphone l'a aidé à lâcher la relation transférentielle un petit peu trop proche qu'elle pouvait avoir avec moi. Et ça l'a aidé à finir le travail, en fait. Donc, pour resituer cette question de l'accompagnement par téléphone et le lien que ça peut avoir avec donc, la vidéo que je viens de vous passer. Tout le travail que j'ai fait pour comprendre ce qui se passait autour de la voix s'appuie essentiellement donc, sur des notions psychanalytiques, comme vous avez peut-être déjà pu vous l'imaginer, et par rapport à ce qu'a dit Annie tout à l'heure en introduction. Il y a une notion qui me paraît essentielle pour pouvoir comprendre tout ce qu'on vient de voir. C'est une notion qui a été amenée essentiellement par Winnicott en lien avec la période du jeu qui se situe entre 6 et 18 mois. Et il a lui-même fait le rapprochement justement entre ce qui se passe dans ce processus-là et ce qui se passe dans un accompagnement thérapeutique. Quand on est dans un coaching de type plutôt clinique, on est dans quelque chose qui se rapproche beaucoup, qui peut se rapprocher d'un accompagnement thérapeutique. Et de ce point de vue-là, je pense que l'apport de Winnicott est intéressant. Donc, je vais vous expliquer en 3 mots cette histoire de processus de jeu pour qu'on voit comment ça se joue au téléphone et pourquoi il y a un lien avec l'échange mère-enfant, l'échange autour de la voix donc dans les premiers jours et dans les 2 premières années de la construction psychique. Quand dans cette période de 6 à 18 mois, on est dans la période que Gérard Mandel a renommée la période de la grande séparation. Donc, c'est une période extrêmement importante parce que c'est la période, on va dire, qui permet l'individuation et qui va vers aussi, on se rapproche aussi, 18 mois, on commence à rentrer dans le langage. Donc, on est vraiment dans cette période où l'enfant va se séparer de la mère. Et ce processus comporte, si on le simplifie à l'extrême, 3 dimensions. Une dimension qui est l'espace de jeu, que moi j'appelle l'espace de jeu, que Winnicott appelle l'espace intermédiaire, qui est l'espace qui se situe entre la mère et l'enfant, et qui n'est pas tout à fait clair à ce moment-là, qui est ni l'un ni vraiment l'autre, mais vraiment justement intermédiaire entre l'enfant et la mère. Il y a dans la deuxième dimension le besoin de sécurité de l'environnement. Là, on retrouve l'histoire du contenant et éventuellement de l'enveloppe sonore qu'on a vu tout à l'heure. Et il y a la troisième dimension qui est l'accusé de réception, c'est-à-dire en fait l'échange justement. C'est dans cet échange différencié de 2 personnes que petit à petit, il peut y avoir un effet de représentation. Là, je parle plutôt dans le cadre de la thérapie, mais dans le cadre de l'enfant, c'est par cet échange et par cet accusé de réception que petit à petit, l'enfant va acquérir le sentiment de soi et se rendre compte, si on le dit de façon extrêmement simple, que c'est lui qui joue et c'est lui qui a un effet sur le monde d'une certaine façon. Et c'est donc ce processus-là qui se rejoue en accompagnement. Et donc l'échange et le partage avec le coach ou le thérapeute permet de rejouer ça et d'aider la personne qui est accompagnée à pouvoir entrer dans le processus de représentation, c'est-à-dire que ce qu'elle va dire par le retour verbalisé du coach ou du thérapeute va devenir réel d'une certaine façon. Si elle le dit toute seule et qu'il n'y a pas ce retour, c'est comme si ça n'existait pas. Et c'est ce qui va l'aider à se représenter ce qu'elle est en train de raconter. Et cet effet de représentation est extrêmement important parce que c'est ce qu'on appelle, c'est aussi l'effet de prise de conscience d'une certaine manière. Donc ce processus est indispensable. Donc maintenant, la question, c'est ce processus-là, quand on est au téléphone, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que finalement, les 3 dimensions, l'espace de jeu,
le contenant et l'accusé de réception, les trois sont portés par la voix et par la parole, mais par la parole portée par la voix. Donc, l'environnement sécurisant va être donné par une voix incarnée, authentique, en présence, d'une certaine façon. L'espace de jeu, finalement, c'est cet écho qu'il peut y avoir entre les deux voix, l'échange entre les personnes. Et puis, l'accusé de réception, c'est tous les retours qu'on va faire et forcément qu'on va dire. Voilà, donc si on reprend sur nos trois exemples, pourquoi les personnes des fois accélèrent? Probablement parce que l'effet sécurisant ne fonctionne pas, parce qu'on on peut être vécu comme virtuel d'une certaine façon à distance et que le corps manquant, la voix ne suffit pas. Si par exemple, des personnes ont eu des expériences, des mauvaises expériences éventuellement dans les échanges vocaux avec la mère, par exemple, dans les premières années. Une sécurité de base pas du tout établie, etc. Par rapport au deuxième cas qui se passe bien, là Claude vous dira des choses par rapport à l'exemple de Proust. Quand on a suffisamment de ressources, le transfert est suffisamment établi, etc., l'imagination peut pallier au manque de la présence physique. Et donc, on arrive à reconstruire d'une certaine façon le corps de l'autre par l'imagination. Et du coup, on est moins en difficulté. En conclusion, le point principal qu'il faut retenir, c'est que l'échange mère-enfant vocal qui permet la construction de l'enfant dans les 2 premières années de la vie et qui petit à petit permet à l'enfant de se différencier. Au début, il est très en fusion et puis petit à petit, il va vers la parole qui permet de le différencier. On voit que finalement, tout ce processus-là, on peut le retrouver au téléphone finalement, avec des personnes qui vont ou complètement régresser au stade du début de façon extrêmement fusionnelle, parce que ça va leur rappeler ça, en fait, justement, le fait d'être dans cet échange vocal, où on va pouvoir arriver plutôt vers la fin du processus, quelque chose qui va vers la différenciation, avec un échange qui construit, qui permet l'effet de représentation et donc la prise de conscience des choses sur lesquelles on est en train de travailler et donc qui permet l'individuation d'une certaine façon. Marie, dans ton passionnant exposé, tu parles évidemment de coaching par téléphone et je me posais la question, est-ce qu'à ton avis, il y a une différence entre poser son téléphone contre la joue, poser son téléphone sur la table avec un haut-parleur, ou bien mettre des oreillettes, les fameuses headphones? Ça, c'est une première question sur les modalités, je dirais, de prise du téléphone en tant qu'objet. Et puis aussi sur la gestuelle de celui qui téléphone. Quand on téléphone, on peut aller et venir dans une pièce, on peut d'ailleurs sortir de la pièce, on peut faire autre chose, se laver les mains, se faire un thé. On a déjà entendu ce genre de choses en décoaching. Et ma question à toi, c'est justement en quoi cela peut bouger ou modifier la relation? Moi, personnellement, je préfère, quand je suis au téléphone, je préfère mettre le téléphone posé sur la table et un haut-parleur. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je fais ça parce que je me suis rendu compte, le fait de coller le téléphone à l'oreille ou de mettre un casque, ce qui est à peu près la même chose. Alors, c'est dans les deux sens. En réalité, en général, je propose à la personne de faire la même chose, c'est-à-dire de poser son téléphone sur sa table et de mettre le haut-parleur. Il y a un risque de partir en mode régressif et fusionnel. C'est une espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'on est à distance et en réalité, on est encore plus en fusion que si on était dans la même pièce, parce qu'on entend la voix collée. C'est comme si on était collé joue à joue d'une certaine façon. Donc, dans la partie de la question de l'interdit du toucher, déjà peut poser une petite question, pas peut poser problème. Et puis aussi, on est comme dans la même bulle, en fusion complète, comme un bébé avec sa mère. Donc, c'est pour ça que je dis en régression totale, d'où le lien avec la vidéo, c'est-à-dire que voilà, on est dans cette période-là, voire même dans la période de gestation, où on entend la voix de la mère. Donc, on est vraiment en collage. Et ce collage peut poser un problème
pour faciliter ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport aux échanges de quelqu'un avec un autre, un vrai autre, qui permet de se différencier. Donc, si on est trop collé, en fait, il y a un risque de partir dans une espèce de parole qui n'est pas vraiment adressée à un autre, mais plutôt un peu comme si on se parlait à soi-même, mais pas comme sur un divan, parce qu'il y a l'autre est là physiquement. Donc, il y a ce risque. Il y a ce risque d'être dans une logique fusionnelle qui n'aide pas à faire un travail de différenciation, en fait. D'accord. Grosso modo. Et alors, par rapport à ta question, c'est un petit peu la même chose, c'est la même idée, c'est cette question de est-ce qu'on rentre dans l'intimité de l'autre, quoi. C'est-à-dire que si je suis, je ne sais pas, suppose que la personne, elle prenne son téléphone dans son lit, quoi, et qu'elle commence à te parler allongée dans son lit ou en train d'aller aux toilettes. Enfin, je caricature exprès. Ça pose quand même question de qui rentre dans l'intimité de qui, quoi. Ouais. Mais ça rejoint le même, en fait, c'est le même point de cette limite. Comment faire pour qu'on reste dans une logique où on est différencié et qu'il y a vraiment une parole qui est adressée à un autre. Et voilà. On respecte cet autre. Voilà. D'où l'importance peut-être de discuter en méta de cela en amont de ce type de coaching. Voilà. Poser des fondamentaux. Un cadre. C'est la façon de le dire, parce que tu ne peux pas dire aux gens, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Non, mais de manière d'échanger. Après, c'est plutôt la question de le questionner, tu vois, juste de derrière, de dire, tiens, ah bon, vous avez préféré me parler de votre chambre, qu'est-ce qui se passe? Ça m'est arrivé, moi, d'avoir une patiente. Là, c'était une fois où j'avais tenté, c'était une patiente, hein, ce n'était pas en coaching, tenter un coaching justement avec vidéo, là pour le coup c'était pas avec téléphone, et elle avait pris l'ordinateur, elle l'avait mis sur ses genoux. Donc il y avait vraiment ce truc de se coller à moi, quoi, de me ramener sur ses genoux, quoi, c'est quand même pas rien. Donc voilà, on avait travaillé là-dessus, je l'avais questionné sur ça, tiens, et puis finalement on a convenu que c'était mieux de fermer l'ordinateur et de prendre le téléphone. Et du coup, après, il y a eu un questionnement sur quelle différence ça avait fait, etc. Tu vois. Alors justement, là c'est très intéressant, c'est ce recadrage dans l'espace, j'allais dire, hein, et dans la distance, dans la bonne distance des appareils techniques qui font interface entre le coach et le coaché. Et alors dans ton exposé et dans tes textes, tu évoques ce que je trouve merveilleux, c'est l'importance essentielle de la voix comme étant quelque chose très proche de l'archaïque, qui ramène à la naissance, qui ramène au fait qu'effectivement, l'enfant, le nouveau-né, il est plongé dans un bain de langage, il est plongé dans un bain de sonorité. D'ailleurs, il se met à entendre et puis à parler bien avant d'écrire. Donc la question de la voix qui vient envelopper est très essentielle. Alors du coup, par rapport à l'accompagnement, qu'il soit en face à face ou en distance, quel effet peut avoir la voix spécifique, puisque tu es chanteuse lyrique aussi par ailleurs, par exemple, la voix spécifique d'un coach ou d'une coach sur, par sa voix, le coaché. Ce qui est important, c'est que le coach, mais comme en face à face, soit authentique. Mais la grosse différence, c'est qu'effectivement, cette authenticité, cette présence, hein, ce que moi j'appelle souvent la présence à l'instant, une présence authentique du moment, quoi. Par téléphone, elle ne passe que par la voix. Donc, comment faire pour que ça s'entende? La seule façon que ça s'entende, c'est d'être vraiment authentique. J'ai cité dans mon article des extraits de poèmes de Verlaine, hein, je ne vais peut-être pas les relire maintenant, mais qui vont dans ce sens on ne peut rien cacher dans la voix, en fait. Donc, la moindre petite chose qui n'est pas vraiment ressentie de l'intérieur, grosso modo, tout ce qui se passe à l'intérieur s'entend,
Voilà, ça va s'entendre. Donc là, voilà, Verlaine parle de la vérité de la voix. Et donc, voilà, donc c'est cette question de l'authenticité. Je ne sais pas si ça suffit comme réponse. Après, j'avais fait un complément dans mon article sur des apports d'Ivan Fonagy sur les consonnes et les voyelles, qui sont assez intéressantes de ce point de vue-là, moi, je trouve. En fait, évidemment, quand on parle avec des consonnes et des voyelles. Et les voyelles, d'un point de vue, alors là, plutôt psychanalytique, porteraient quelque chose qui serait plutôt de l'ordre, alors on rejoint sur notre histoire de fusion de tout à l'heure, de l'ordre de ce qu'il appelle la régression thalassale, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la fusion et voire de la sensualité. Typiquement les voix d'hôtesse de l'air. Oui, alors, voilà. Où on reste très, très longtemps sur les voyelles et qui ont quelque chose un peu comme aussi les sirènes, qui peuvent nous hypnotiser. Donc, les voyelles portent quelque chose comme ça. Les voyelles seraient plutôt du côté oral, quoi, du stade oral. Et les consonnes, elles sont plutôt un petit peu plus, elles représenteraient plutôt quelque chose qui se passe un petit peu plus tard, qui est de l'ordre de d'accord, je caricature un petit peu, mais c'est l'idée c'est ce qui coupe. Et donc, si on accentue trop les consonnes, c'est un peu la caricature de Charlie Chaplin quand il joue Hitler, on est sur quelque chose d'extrêmement agressif et qui casse. Voilà, mais maintenant, on va pas, quand on parle, on ne va pas commencer à s'amuser à dire quel est le niveau, est-ce que j'allonge beaucoup les voyelles ou est-ce que j'insiste beaucoup sur les consonnes. Voilà, sachant que les consonnes portent le sens du mot, en hébreu, en arabe, etc. On écrit que les consonnes, alors que les voyelles portent le son, et c'est le son qui va jusqu'à l'autre. En fait, du lien. Voilà. Et qui module. Voilà, c'est le lien, on va dire, du coup. Mais, et les consonnes donnent des limites, on va dire. Donc, il y a un juste milieu à trouver, mais c'est intéressant d'avoir ça en tête et d'essayer de s'entendre pour voir si on est dans quelque chose qui est un petit peu trop, d'essayer de coller d'un mode presque de, comment on dit, de séduire, on va dire, la personne en étant du côté des voyelles, ou d'être extrêmement cassant et raide en parlant avec une voix avec beaucoup de consonnes, quoi.